Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Bon dimanche à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir professeur Maurice Soudieck-Dione, professeur agrégé en sciences politiques. Professeur Maurice, bonjour. Maurice. Bonjour Pierre-Édouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Un train qui arrive à l'heure, Maurice Soudieck-Dione, et qui nous intéresse à l'entame de cet entretien, le Sénégal qui trône sur le toit du football africain. Après la CAN, c'est le CHAN. Cette compétition réservée aux joueurs africains évoluant dans leur propre championnat a été remportée ce samedi par le Sénégal aux dépens de l'Algérie, pays organisateur, au tir au but 5-4. On connaît Maurice Soudieck-Dione, le brillant analyste politique. Le football, est-ce une notion qui vous parle aussi? Oui, le football, c'est un sport très populaire. Et je crois qu'il y a des effets de politisation du sport en général et du football en particulier. On se rappelle, le président Abdoulaye Wade en 2002 a pu surfer sur cette vague avec ce slogan du Sénégal qui gagne, avec les performances des Lions de la Teranga lors de cette joute internationale. Et je crois que aussi c'est un moment pour le Sénégal de faire valoir quelque part l'image de la nation sur le plan international, mais aussi ça devrait être une occasion pour réorganiser le football et le sport en particulier pour que les dividendes perçus sur le plan international, mais aussi que les retombées financières puissent promouvoir le sport, puissent aider les jeunes qui veulent se lancer dans cette voie à avoir plus d'opportunités et plus d'encadrement. Le Sénégal, vainqueur de la CAN il y a juste un an, aujourd'hui vainqueur de la CHAN. Quelques mois plus tôt, le Sénégal était également championnat d'Afrique de beach soccer. Cette semaine, les Lions ont remporté le tournoi de l'UFOA A. À quoi doit-on cette performance du football sénégalais selon vous? Je crois que c'est lié certainement à un travail de longue haleine qui a été fait à la base et on a eu à construire progressivement, patiemment, et aujourd'hui on est en train de récolter les fruits de cet engagement, de cet investissement, de cet accompagnement qui a été donc efficace et aujourd'hui révèle des résultats fort appréciables au regard du fait que le Sénégal a pu engranger plusieurs trophées continentaux. Les grandes victoires sportives font souvent l'objet d'une récupération politique. Ça, c'est partout à travers le monde et le Sénégal ne déroge pas à la règle. Juste après le match d'hier, les hommes politiques, toute obédience et toute tendance confondue, ont rivalisé de tweets pour saluer cette victoire de l'équipe du Sénégal et féliciter les Lions. Alors, est-ce un élan de patriotisme ou bien un gain politique espéré? Oui, les deux, parce que les hommes politiques sont aussi des Sénégalais et je crois que les victoires du Sénégal, les distinctions du Sénégal à l'étranger intéressent tous les Sénégalais et naturellement doivent intéresser aussi les hommes politiques, d'autant plus que il faut savoir que la nation sénégalaise transcende les clivages politiques, transcende les différences d'ordre culturel, d'ordre linguistique, d'ordre ethnique qui doivent être sources positives de richesse, qui doivent être condensées, sublimées à travers ce projet du commun vouloir de vie commune qui définit la nation dans une perspective subjective. Cette victoire du Sénégal intervient dans un contexte de tension politique qui fait que beaucoup de nos compatriotes craignent le pire pour notre pays, surtout dans la perspective de la présidentielle 2024. Comment en est-on arrivé là, Maurice Soudieck-Dione? Je crois qu'on est arrivé là à travers, disons, un durcissement des positions des uns et des autres et à travers une confrontation entre pouvoir et opposition qui n'est pas médiatisée, qui n'est pas régulée, canalisée par des institutions et par le droit. Et je crois que dans cette situation-là, facilement, on dérive de la dimension d'adversité vers la dimension d'inimitié. Or, la politique, la démocratie n'est pas un jeu à somme nulle où il est question de vie et de mort, mais il est question de
perdre une élection pour se préparer à en gagner une autre. Donc dans cette perspective-là, je crois qu'il y a une crispation, une radicalisation de part et d'autre, une perpétuation de pratiques autoritaires. Le président avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Je crois que ça a été une erreur parce que l'opposition, c'est ce qui fait la vitalité d'une démocratie. L'opposition n'est pas là pour empêcher de gouverner en rond, mais l'opposition est là pour porter un regard critique, un regard qui va permettre aux tenants du pouvoir de se remettre en question, parce que le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou absolument, comme disait Lord Acton. Donc ceux qui sont au pouvoir ont besoin qu'on leur rappelle d'abord que c'est des humains, mais qu'on leur rappelle également qu'ils détiennent un mandat du peuple et ils sont non point des seigneurs, mais des serviteurs. Et ce discours de plus en plus armé, pour ne pas dire même macabre, quand Ousmane Sonko déclare avoir déjà fait son testament, des leaders de Benno Bokk Yakaar disent avoir déjà acheté leur linceul. Jusqu'où peut mener cette escalade pour l'instant verbale? Je crois que il faut forcément aller vers une désescalade, parce qu'en réalité, les hommes politiques, les acteurs du jeu politique, pouvoir et opposition confondus, ne sont pas les maîtres ou les propriétaires de ce pays. Ils ont trouvé le Sénégal, eh bien, ils partiront et laisseront le Sénégal. Le Sénégal est au-dessus d'eux, donc il ne faudrait pas qu'ils prennent en otage le pays. Pour les contradictions relatives à leurs ambitions de conquête ou de conservation du pouvoir. Est-on en train de jouer à nous faire peur? Sur ce même plateau, Alioune Tine a fait part de ses craintes d'assister à une guerre civile au Sénégal. Quand il l'a dit, il a été soumis au régime de la douce écossaise. Oui, je crois qu'il faut... Dans le jeu politique sénégalais, sous Maître Wade, en 88, on a vu qu'après les élections, Maître Wade avait dit le 28 février, si M. Abdou Diouf confisque la volonté populaire, j'installerai un gouvernement parallèle qui sera l'expression d'un droit de résistance à l'oppression. Donc on a vu que c'est pas nouveau, c'est une danse au bord du précipice, une politique au bord du gouffre. Mais je crois qu'il faut faire très attention et cela révèle ce retour à cette surenchère verbale, révèle aussi un recul de la démocratie sénégalaise. Parce que depuis 88, quand même, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Eh bien, nous avons eu un code électoral consensuel, nous avons eu 2 alternances. Maintenant, aujourd'hui, on pose un problème essentiel, c'est d'abord le problème de l'existence de l'État et ensuite du rapport de l'État avec la justice et du rapport de l'État au respect des droits des citoyens. Parce qu'à la vérité, l'État, certes, détient la souveraineté comme un pouvoir de droit originaire et suprême, comme une volonté qui ne se détermine jamais que par elle-même, comme un pouvoir d'autodétermination inconditionnée et insubordonnée. Mais il ne faudrait pas oublier aussi que l'autorité de l'État repose sur la préservation et la perpétuation d'un ordre sociopolitique qui est fondé sur la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens. Il est nécessaire de rappeler ici l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que le but de toute association politique est de préserver les droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Et le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 déclare, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient respectés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Et il faut aussi se dire que le pouvoir en réalité ne peut pas être fondé sur la violence à outrance et sur la force. Et en ce sens, l'auteur du contrat social, Jean-Jacques Rousseau, émet une idée fort intéressante en disant que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Et Talleyrand de dire qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Cela veut dire donc
qu'autant le respect des institutions est dû, mais le respect des institutions également doit se fonder sur le fait que ceux-là qui animent les institutions doivent respecter les lois et règlements, mais aussi les droits des citoyens. Il est vrai que la paix et la stabilité est essentielle pour un pays, parce que la paix est aux États ce que la santé est aux individus. Sans la paix, on ne peut rien faire, mais il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans le respect scrupuleux des droits et libertés des citoyens, parce que la justice est le seul service public qui porte en même temps le nom d'une vertu, et la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Mais est-ce que nous ne sommes pas trop idéalistes au Sénégal, Maurice Soudieck Dione, en voulant faire de la scène politique un espace aseptisé? L'Amérique, réputée être la première démocratie, on a vu ce qui s'est passé dans l'attaque du Capitole dernièrement. Oui, en réalité, c'est pas être... La scène politique, c'est le champ des confrontations aussi. Hein? Oui, mais c'est des confrontations qui sont encadrées, régulées et canalisées par le droit et par les institutions. Sinon, on est dans une démocratie déréglée. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement au Sénégal, déréglée au triple sens de règlement, régulation et réglage. Et cela, si on y prend garde, on risque d'aboutir à des confrontations d'ambition qui ne sont pas médiatisées par le droit et par les institutions. Donc ça ouvre la voie à toutes sortes d'aventures et cela constitue un péril dangereux pour la paix et la stabilité du pays. Bien entendu que la démocratie, c'est un choc des idées, des valeurs et des intérêts, parfois même des personnes, mais cela doit être canalisé, catalysé, organisé de façon pacifique par les institutions. Et c'est cette dimension normative de la régulation démocratique qui est en train d'être défaillante, mais c'est aussi cette dimension de la régulation discursive de la démocratie qui est en train d'être défaillante. Régulation discursive en ce sens que la démocratie, c'est la confrontation des idées, des valeurs et des intérêts entre des personnes considérées comme responsables, rationnelles et raisonnables dans l'absolu pour confronter leurs idées, pour confronter leurs programmes et leurs projets de société, et non pas une arène où c'est les injures, les invectives, les calomnies et qui donc organise cela, parce que la violence verbale aussi produit la violence physique. Et justement, le fait qu'on utilise la dimension discursive, c'est une manière de sublimer la violence. Mais si, à travers la discussion, l'échange discursif, le dialogue, finalement, est dévoyé pour qu'on en arrive à des injures qui peuvent susciter la violence physique, donc je crois qu'il est temps de siffler la fin de la récréation, parce que la démocratie ne peut pas s'accommoder d'un tel désordre. Par qui doit siffler la fin de cette récréation-là? Le pouvoir et l'opposition, les deux camps se braquent. Qui au milieu pour arbitrer? Je crois que tous les acteurs sont interpellés. Le pouvoir est interpellé d'abord dans le sens de respecter lui-même les droits et libertés des citoyens, mais également de faire respecter les droits et libertés en général et de réguler, d'organiser la démocratie et de respecter les droits de l'opposition, parce qu'encore une fois, l'opposition est un rouage essentiel dans une démocratie. L'opposition ne doit pas être écrasée, stigmatisée, anathématisée. Et ça, c'est une constante dans la vie politique sénégalaise, dans la culture politique sénégalaise, et il faut qu'on se départisse de cela. Les opposants ne sont pas des ennemis, ils ont le droit de concourir à l'expression du suffrage et à développer les idées qui sont les leurs et à chercher à engranger autant de suffrages possibles pour avoir une majorité susceptible de les amener à exercer le pouvoir. Donc l'opposition est dans une sorte de réflexe de survie. Elle refuse de se faire harakiri en quelque sorte. Bien entendu, et c'est pourquoi la justice doit jouer, vous parliez tout à l'heure d'arbitre, la justice doit jouer ce rôle d'arbitre. Mais si la justice est instrumentalisée, s'il y a des soupçons d'instrumentalisation de la justice et que derrière ces soupçons, on voit des cas concrets qui peuvent donner à penser que ces soupçons sont avérés. On a vu le cas Karim Wade avec toutes les entorses qu'il y a eu avec la traque détraquée des biens mal acquis, qui a été une manière de démanteler
le PDS et de s'acheminer vers des règlements de comptes politiques, eh bien, on a vu également l'affaire Khalifa Ababacar Sall, comment cette affaire politico-judiciaire l'a emporté, ses droits violés, notamment la levée de son immunité parlementaire. Le Sénégal a été condamné par rapport à cela par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc ça, ce n'est pas du juridisme, ce n'est pas de la spéculation intellectuelle éthérée, c'est des faits précis, constants et circonstanciés par rapport auxquels chacun peut avoir son idée. Mais il n'en demeure pas moins que la justice, pour être crédible, doit être à équidistance des chapelles politiques. Elle ne doit pas être instrumentalisée, parce que si tel est le cas, on ne croit plus en la justice, et ça pose un problème relatif au respect des institutions, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'institution, c'est une construction de sens qui implique une projection de confiance. Eh bien, il faut naturellement qu'il y ait la puissance publique, mais à côté ou avec la puissance publique, il faut également qu'il y ait le service public. C'est pourquoi en droit administratif, vous avez les deux mamelles nourricières de l'action administrative, à savoir la puissance publique théorisée par le doyen Léon Duguy et le service public théorisé par le doyen Maurice Oriot. Il y a également à côté de cela la nécessité d'avoir des dispositifs coercitifs et idéologiques d'acceptation de la domination politique, parce que l'institution également repose sur la confiance, encore une fois, que les acteurs projettent en elle, que les citoyens projettent en elle. Cette justice qui pourrait jouer ce rôle d'arbitre et aussi attaquée et pressée de toutes parts, peut-elle travailler en toute sérénité? Généralement, on a l'habitude de dire que quand la politique entre au prétoire, le droit sort par la fenêtre, sauf si c'est le droit qui amène la politique au prétoire. Et je crois que la justice doit donc jouer ce rôle de régulation, parce qu'en réalité, il n'y a aucune activité sociale qui doit échapper à l'emprise de la justice, oui. Mais il y a une pression qui est exercée sur l'institution judiciaire. C'est normal qu'il y ait une pression, parce que d'abord les enjeux sont énormes, et on a vu des situations où tout porte à croire que l'institution judiciaire a été politiquement utilisée. Donc il est normal que les acteurs politiques qui ont été victimes donc de cela, eh bien, soient vigilants par rapport à la façon dont les relations entre politique et justice sont menées. Deux sujets ou questions potentiellement porteurs de violence, les germes d'une violence pour notre pays. C'est d'abord le double procès de Ousmane Sonko, dans le cadre peut-être de l'affaire Sweet Beauté et l'affaire qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang. De l'autre côté également, il y a la lancinante question du troisième mandat. Que faire face à ces deux menaces-là qui planent sur le Sénégal? Oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, dans l'affaire dite du Prodac. En réalité, cette affaire a été révélée, mise au goût du jour, à travers des contradictions internes à l'APR. Ensuite, cette affaire a fait l'objet d'un ouvrage intitulé « Lettre au peuple, le Prodac, un festin de 36 milliards ». Donc, dans ces conditions, lorsque autant d'argent est mis en cause, je crois qu'il faut encore une fois dédramatiser la reddition des comptes et d'apporter les éléments qui permettent à l'opinion d'avoir les éléments de précision nécessaires. Je trouve que c'est ça l'essentiel, et non pas par rapport à une affaire, encore une fois, que Ousmane Sonko n'a pas été le premier à mettre sur la place publique. Encore une fois, c'est des contradictions relatives à l'APR. D'autre part, cette affaire a fait l'objet d'un ouvrage. Eh bien, si Ousmane Sonko rappelle cette affaire-là, je crois qu'on devrait plutôt faire la lumière, plutôt que de lui dire, mais puisque vous rappelez cette affaire, on vous amène en justice pour vous rendre inéligible. Ça aussi, oui, je pense que... Quand un citoyen se sent diffamé, est-ce qu'on peut lui dénier le droit de tester en justice? Oui, non, bien entendu, chacun a le droit d'ester en justice lorsqu'il se sent diffamé. Mais je dis que l'essentiel, pour moi, n'est pas là. Puisque cette affaire, encore une fois, date de 2018, elle a été révélée à travers des luttes de pouvoir ou de positionnement au sein de la majorité présidentielle, et elle a fait l'objet d'un ouvrage. Donc, je crois que l'État, le gouvernement aurait pu initier les corps de contrôle
pour éclairer ce qui s'est effectivement passé, parce qu'il s'agit quand même de l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent d'Ousmane Sonko, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Et cet argent-là, c'est beaucoup d'argent, 29 milliards pour ce qui en est sorti, 36 milliards selon l'ouvrage. Donc tout cela, l'ouvrage de Birahim Seck. Tout cela doit être éclairé de mon point de vue. Où vous dites, voilà, le rapport est là, je n'ai pas été épinglé. Ou alors, voilà ce que dit le rapport et voilà les arguments de fait et de droit que j'apporte pour réfuter les allégations du rapport et on passe à autre chose. Sauf que là, l'intérêt, c'est la mise en cause. Il dit que jamais un rapport ne l'a épinglé. Mame Mbaye Niang. Non. Oui, là, on est dans des controverses inutiles. C'est-à-dire que si il y a cette affaire n'est pas tombée du ciel, c'est pas une pure invention. Il a eu à démissionner un moment, ensuite à revenir. Donc ça veut dire que c'est pas on n'est pas amnésique, on était là. Donc ça veut dire que cette affaire, quoi qu'il en soit, elle existe. Elle existe. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est le soubassement juridique, ça c'est autre chose. Mais personne ne peut dire que cette affaire n'existe pas ou que cette controverse autour de l'utilisation de l'argent du Prodac n'existe pas. Maintenant, il suffit pour moi d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette question. C'est ça le plus important, plutôt que de chercher à noyer le poisson dans l'eau. Le président avait déclaré avoir mis des dossiers sous le coude. Cette affaire peut-elle faire partir de ces dossiers encore sous le coude du président? Je crois qu'en réalité, on est dans une optique où la reddition des comptes n'a pas été véritablement une priorité pour le président Sall. Il en avait parlé au début de son magistère avec l'installation, la réactivation de la CREI, mais très tôt, j'ai l'impression que l'obsession de la réélection a fait que très tôt, le président a dû ranger au calendrier grec cet impératif pourtant catégorique de l'action publique qu'est la nécessaire reddition des comptes. A-t-il été rattrapé par les réalités du pouvoir? Je ne le dirais pas comme ça. Il s'est engagé à réformer le pays. Il avait dit que le plus important, c'était même pas de construire des infrastructures, mais c'était de renforcer l'état de droit. Il a été élu sur cette base. C'était une demande sociale très forte au regard de tout ce qu'on a connu comme dérive autoritaire, comme dérive oppressive et corruptive sous le régime du président Wade. Donc quand il est arrivé, élu sur cette base, son rôle c'était de réformer comme il l'avait prédit. Il a été très tôt dans une optique de réélection et c'est ça qu'il a écarté de ses engagements. Mais cela n'exonère en rien sa responsabilité. Mais peut-on lui reprocher de manquer de volonté? Dès son arrivée, il a mis sur place l'OFNAC. Quand il a eu cette boutade, la CREI était pour l'ancien régime, l'OFNAC est pour notre régime. Oui, mais il ne suffit pas de rester seulement dans le discours, dans les slogans, d'autant plus que vous avez le pouvoir. C'est à vous de faire en sorte que les slogans soient traduits dans la réalité. Si vous ne le faites pas, il y a un échec de l'action politique, au moins sous cet angle. Finalement, faut-il brûler les nombreux organes qu'on a mis en place pour veiller un peu à ce qu'il n'y ait pas de corruption, les organes de corruption notamment, de contrôle notamment? Oui, en fait, les organes de contrôle, parfois, c'est des obligations qui dérivent d'engagements internationaux du Sénégal. Donc, souvent, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce n'est pas une façon de donner l'impression que le Sénégal est en train de domestiquer les traités internationaux pour jeter la poudre aux yeux à la fois aux citoyens, mais aussi à l'extérieur, mais qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. Et si l'on en juge aux résultats concrets obtenus, eh bien, on se rend compte de l'évidence. Un dossier peut en cacher un autre. Au moment où on parle de cette affaire dite Prodac, il y a eu également les rapports de la Cour des comptes sur la gestion des forces Covid-19. On en parle de moins en moins. Est-on en train progressivement de les ranger tout simplement au calendrier sénégalais, dit-on? Oui, bien entendu. En réalité, on n'a vu aucune action sérieuse de reddition des comptes sous le magistère du président Sall. Aucune. Ni aucune réforme juridique sérieuse d'ailleurs
pour réformer l'état de droit, contrairement à ce à quoi il s'était engagé. Et c'est pourquoi les assises nationales, par exemple, avaient théorisé un mandat unique, parce que le mandat unique aurait été un mandat de transition pour celui qui aurait été élu sous la bannière des assises nationales pour remettre le pays en ordre. Mais lorsque vous avez l'obsession de la réélection, vous êtes otage des réseaux clientélistes qui gravitent autour du pouvoir. Eh bien, à cause de cette obsession de la réélection, on n'a pas les coups des franches pour mettre en œuvre les réformes qui s'y est. Or, ces réformes-là sont vitales parce que on ne peut pas se développer si on ne règle pas les questions de gouvernance. C'est tout simplement impossible. À la publication de ce rapport de la Cour des comptes, le gouvernement avait fait une sortie pour dire qu'en réalité, c'est des broutilles. Sur 1000 milliards, seuls environ 7 milliards donc, sont concernés par cette sorte d'irrégularité. Ça, on annonçait déjà la couleur que ça n'irait nulle part, non? Oui, bien entendu, 7 milliards, c'est 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc 7 milliards, c'est 7000 millions. C'est quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas une grosse somme dans un pays où vous avez la pauvreté qui se développe, où vous avez des difficultés de toutes sortes. Cet argent-là aurait pu être judicieusement utilisé plutôt que d'être dissipé de cette manière, encore que ce fut dans un contexte marqué par la pandémie, avec tout ce que cela charrie comme émotion, comme souffrance, avec les morts, avec les privations, avec également le confinement qui a fait que beaucoup d'acteurs économiques qui exercent dans l'informel n'ont pas pu gagner de l'argent et faire vivre leur famille. C'est dans ces conditions qu'une minorité s'est permise de s'accaparer de façon éhontée des ressources qui appartiennent à tout le monde. Le problème avec le régime du président Macky Sall est-il dans le bilan dit, comme on dit, immatériel, même si certains de ses partisans récusent cette expression-là? L'état de droit, il s'était engagé à remettre l'état de droit en place. En réalité, c'est les deux faces d'une même réalité. On ne peut pas avoir un bilan matériel de qualité si le bilan immatériel lui-même n'est pas préservé, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire, je le disais à l'entame de mon propos, la projection de confiance sur les institutions. Parce que c'est ça qui est essentiel. Ce qui nous fait tenir ensemble, au-delà de nos différences de toutes sortes, ce sont les institutions. Et donc, si les institutions s'effondrent, eh bien, c'est tout le pays, c'est tout le système social qui est en péril. Donc les institutions constituent, je crois, l'élément majeur, la charpente structurelle qui fait qu'on puisse fonder une nation, qu'on puisse fonder un État et se projeter ensemble sur des objectifs communs partagés dans le sens du développement, c'est-à-dire du plein épanouissement moral et matériel de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes. L'affaire Sweet Beauté à présent, quelles peuvent être les conséquences de ce dossier dans la stabilité de notre pays? Oui, c'est un dossier qui, naturellement, est un dossier qui peut avoir des conséquences graves sur la paix et la stabilité du pays. On en a eu l'avant-goût en mars 2021 déjà. Bien entendu, et je rappelle encore une fois qu'on ne peut pas gouverner sur la base seulement de la répression. Eh bien, ça, c'est une erreur. Et penser que par des forces de répression, on va arriver à gouverner, c'est une erreur, parce que, encore une fois, le pouvoir repose sur la confiance que les citoyens projettent en les institutions. Et lorsque les institutions sont manipulées, instrumentalisées, elles ne font plus sens. Et lorsqu'elles ne sont plus sens, elles n'ont plus suffisamment de crédibilité et d'autorité pour arbitrer les conflits sociaux. Et il faut qu'on fasse très attention par rapport à cela, parce qu'autrement, ça va être la confrontation brute et brutale des ambitions des uns et des autres, dans un contexte où le pouvoir en place a épuisé son seuil de a atteint son seuil de tolérance à l'autoritarisme, comme on peut le constater dans la théorisation du système politique sénégalais. Ce seuil de tolérance tourne environ autour de 8 ans, 8 ans au bout desquels il faut ou des réformes démocratiques fortes ou alors une alternance. Et je pense qu'il faut faire très attention par rapport au contexte, par rapport à la pauvreté. Ce n'est plus une affaire de pouvoir-opposition, mais c'est l'affaire du peuple.
Et de ce point de vue-là, je crois que Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Il ne faut pas qu'on ait le péché d'hubris en pensant que parce qu'on a été élu, qu'on est propriétaire du pays ou propriétaire de ses habitants. Donc au bout de 8 ans, on aura fini de manger son pain blanc. On commence à être impopulaire quand on est président du Sénégal. Tout à fait. On peut le constater depuis la crise du 17 décembre 1962 entre Senghor et Mamadou Dia. C'est ainsi qu'au bout de 8 ans environ, qui nous projette à 1970, après la crise de 68, Léopold Sédar Senghor a été obligé de mettre en œuvre des réformes démocratiques fort intéressantes. Le retour du poste de Premier ministre en 70 et le multipartisme limité à 3 puis à 4 courants. Et sous le président Diouf également, on a cette logique des 3 ans. 1981, il arrive au pouvoir. 1988, 8 ans environ, eh bien, on a vu tous les problèmes qu'il y a eu en 88 et le président a été obligé d'installer un gouvernement de majorité présidentielle élargie et d'opérer des réformes démocratiques fortes, notamment le code électoral consensuel de 1992. Ça a été le cas avec le président Wade qui disait que le peuple est apathique, qu'on ne manifeste pas contre un gouvernement dans lequel il est. Donc, mais on a vu qu'après, ce qu'on appelait la léthargie du peuple n'en était pas en réalité. Et qu'au bout de 8 ans, avec l'organisation des assises nationales, la réorganisation de l'opposition autour du Front Siggil Sénégal et ensuite de Benno Siggil Sénégal, on a vu que Abdoulaye Wade, à partir de 2009, avec les élections de 2009, 8 ans, va connaître également la fin de cet état de grâce et les forces politiques et sociales vont se remobiliser et pour bouter hors son régime. Donc aujourd'hui, également, le président Sall a atteint ce seuil de tolérance à l'autoritarisme et s'il continue, eh bien, on s'achemine vers une crise politique. Et pourtant, on disait des Sénégalais qu'ils avaient perdu toute capacité d'indignation. De ce point de vue-là, il y a eu erreur de jugement. Je pense qu'il y a une erreur de jugement. Abdoulaye Wade, le président Wade pensait comme tel jusqu'à l'organisation des assises et les élections de 2009 et le mandat illégal, la question du 3e mandat et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir. Est-ce que le tournant de notre démocratie n'a pas été les assises? Est-ce qu'en n'appliquant pas les conclusions des assises, c'est là qu'on a manqué le coche, qu'on a raté le coche au Sénégal? En réalité, on a eu les assises, mais il ne faut pas oublier que le président Sall d'abord a été signataire des assises. Il a dit qu'il a signé sans réserve, mais... Sous réserve. Sous réserve, oui, plus exactement sous réserve. Mais la charte des assises, on signe ou on ne signe pas. Il n'y a pas de réserve. Donc, en plus de cela, le président a mis en œuvre la Commission nationale de réforme des institutions, qui a englouti 700 millions de nos francs. Et au final, aucune réforme sérieuse n'a été faite. Ça veut dire que les opportunités de réforme du système politique sénégalais sont partagées. C'est-à-dire qu'il y a au moins un consensus tacite de tous les acteurs sur la nécessité de réformer. Mais on voit que les projets pour réformer, comme les assises nationales, comme la Commission nationale de réforme des institutions, ont été plus des opportunités de conquête ou de conservation du pouvoir plutôt que l'expression d'une volonté réelle de modifier l'aménagement du pouvoir dans le système politique sénégalais. Pourquoi quand on est dans l'opposition, on manifeste sa volonté de réformer, mais une fois au pouvoir, on ferme les yeux? Je pense qu'il y a une responsabilité des acteurs. Il faut se dire que réformer, c'est finalement pour éviter inutilement des crises, parce que la démocratie sénégalaise a atteint, disons, un point d'épuisement. Depuis la crise de 62, on voit que le système qui a été mis en place, organisé autour d'une hyper-présidentialisation, c'est un système qui a permis d'assurer la stabilité politique du Sénégal. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais aujourd'hui, avec les demandes démocratiques très fortes du peuple, avec l'évolution de la société, il est nécessaire qu'on revoie ce système pour réarticuler
le pouvoir du président de la République au regard des autres pouvoirs constitués, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, mais également pour que les pouvoirs exorbitants du président de la République ne puissent pas être une occasion ou des opportunités pour écraser les droits et libertés ou pour malmener l'opposition. Vous avez rappelé tout à l'heure le code consensuel de 1992 avec cette phrase culte du président Abdou Diouf à l'époque, quand le juge Kéba Mbaye lui a présenté ce code, il a dit « je n'y changerai aucune virgule ». Quelques années après, quand on a présenté au président Macky Sall les conclusions de la CNRI, il a dit « je prendrai ce que je jugerai bon ». Est-ce que ce n'est pas cette dimension d'homme d'État-là qui manque au président Macky Sall? Oui, je ne ferai pas de jugement de valeur par rapport à cela. Je dis tout simplement que lorsqu'on est à la tête de l'État, on est censé être un homme d'État, parce que l'homme d'État, c'est celui qui pense non pas à la prochaine élection, mais à la prochaine génération. Parce que ce qui est important, c'est de léguer c'est de construire au Sénégal des institutions fortes et des institutions pérennes qui vont permettre au pays d'être sur les rampes du développement. Et ici, j'en arrive un peu à la théorie de l'institutionnalisation qui est très très importante. L'institutionnalisation, c'est-à-dire comment les institutions acquièrent de la valeur, de la crédibilité, de la stabilité pour se pérenniser dans le temps. Et dans cette perspective, on a essentiellement trois moments ou trois mouvements dans l'institutionnalisation. Le premier mouvement, c'est l'extériorisation. L'extériorisation, c'est que l'institution va se poser comme ayant une compétence sociale définie, mais cette extériorisation de l'institution doit se faire dans le consensus entre les différents acteurs impliqués. Et une fois qu'on a l'extériorisation de l'institution, il faut maintenant l'autonomisation de l'institution. L'autonomisation de l'institution, c'est que l'institution puisse être capable de sécréter des obligations de comportement qui vont s'imposer aux acteurs qui l'ont produite. Et lorsqu'on cherche maintenant à manipuler les institutions, à les téléguider, cette dimension d'autonomisation de l'institution est dévoyée. Enfin, il reste cette troisième dimension ou ce troisième mouvement de l'institutionnalisation, à savoir l'intériorisation, c'est-à-dire que les valeurs stabilisatrices et sustentatrices de l'institution doivent être intégrées, intériorisées intellectuellement, culturellement, par les acteurs sociaux. Mais sur le papier, toutes les conditions d'une autonomisation de ces institutions-là sont réunies. Est-ce que le problème ne réside pas plus dans les hommes qui les animent qu'autre chose? Bien entendu, bien entendu. Barack Obama avait dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non pas d'hommes forts. Mais en réalité, il y a une interaction permanente et constante entre les hommes et les institutions. Parce qu'en principe, les hommes meurent et les institutions demeurent. Et donc, de ce point de vue, les institutions ne sont que ce que les hommes en font. Mais il est nécessaire de prendre en compte cette dimension du leadership et de voir les institutions comme des forces sociales qui sont censées s'exercer, censées être pérennes, c'est-à-dire dépasser la vie de ceux-là même qui les ont installées, qui les ont produites. Et si on est dans cette optique-là, en regardant l'avenir, en regardant la paix, la stabilité, le développement du pays, les générations futures, on n'est plus dans les petits calculs politiciens, dans les petits intérêts personnels, catégoriels et partisans, mais on est dans la grande politique qui permet véritablement à une nation d'entrer dans l'histoire. Pour revenir à l'affaire Sweet Beauté, maintenant, que faire? Est-ce qu'il faut se dire que c'est une affaire qui oppose deux justiciables, donc il faut aller jusqu'au bout, ou bien en tout cas c'est une affaire porteuse des germes d'une instabilité pour le pays, donc il faut le mettre à terre? C'est ce que je disais tantôt. En réalité, l'État a la responsabilité d'assurer la justice parce que le service public de la justice, parce que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Mais cette justice elle-même doit être transparente, impartiale et fondée sur le respect scrupuleux des droits et libertés. Mais lorsqu'il y a des suspicions sur la justice et qu'on ait eu des cas concrets qui viennent matérialiser, donner effet effectivement à ces soupçons, eh bien, il y a des risques que la justice n'ait plus suffisamment la confiance des citoyens pour pouvoir arbitrer les différends. Mais quoi qu'il en soit, je pense que
un procès, c'est peut-être un cadre pour démontrer son innocence, mais il faut qu'il y ait des gages de transparence et d'impartialité de la justice. Parlons à présent de Karim Wade et Khalifa Sall. Le président de la République avait instruit le ministre de la Justice pour réfléchir sur les voies et moyens de les réintégrer dans le jeu démocratique. Aux dernières nouvelles, le ministre a fini de faire le travail et les conclusions sont sur la table du président de la République. Quel est votre commentaire là-dessus? Je crois qu'il est nécessaire que des acteurs qui ont été victimes d'affaires politico-judiciaires puissent revenir dans le jeu, parce que la démocratie aussi, c'est l'inclusion, c'est l'ouverture, l'élargissement de la compétition politique et l'élargissement de la participation politique. C'est deux aspects essentiels dans une démocratie, parce qu'autrement, on a des élections faussées. Et c'est ce à quoi on a assisté en 2019 avec le parrainage, parce que le parrainage a faussé l'élection de 2019. Il faut que les forces politiques qui existent au Sénégal puissent participer à cette élection et que le peuple sénégalais puisse choisir en toute liberté, en toute transparence, son président de la République, et qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans de petits calculs mesquins qui consistent à écarter des opposants considérés comme dangereux pour se perpétuer au pouvoir. Karim Wade a été condamné à payer en tout cas une amende de 138 milliards. Khalifa Sall, les irrégularités, dit-on, portées sur 2 milliards. Là, est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas en train de dealer sur le dos des Sénégalais, de faire du barayogo politique? Où est l'argent qui était en jeu, en question? Grande question, il faut poser ça à ceux qui ont activé la traque des biens mal acquis. Partout où on est allé sur le plan international, les commissions rogatoires sont revenues bredouilles. Est-ce qu'on a rendu compte au peuple? Qu'est-ce qu'on a pris? Sur qui? Et à hauteur de quelle somme? Tout cela n'a pas été dit. On a accusé quelqu'un en disant qu'il était propriétaire d'une richesse faramineuse, mais on n'a jamais apporté les preuves de ses propriétés. On a vu la deuxième mise en demeure de Karim Wade, qui est une mise en demeure tout à fait illégale, à travers la découverte supposée d'un autre élément de patrimoine avec le compte de Singapour. En réalité, il y a en droit le principe de l'unicité du patrimoine. Chaque individu a un patrimoine. Donc le fait de découvrir un supposé élément de patrimoine ne doit pas remettre en mouvement une autre mise en demeure. Donc c'était une manière illégale de le détenir en prison, et c'est ce que le groupe consultatif des Nations Unies a précisé en disant que sa détention a été arbitraire. Donc lorsqu'on est dans de telles manipulations, eh bien, si l'État peut réparer ses erreurs ou réparer le tort qui a été fait à des citoyens, je ne pense pas que cela puisse être considéré comme du barayogo politique. Maintenant, quand on a dit cela, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique pour la reddition des comptes, et que les corps de contrôle fassent leur travail, et que les citoyens soient informés de l'utilisation qui est faite des deniers de l'État, parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est utilisé. Et ça, c'est une interpellation majeure pour le régime du président Macky Sall, qui n'a pas beaucoup fait, pour dire le moins, par rapport à cela. Le retour de Khalifa Sall et de Karim Wade dans le jeu démocratique, ce sera pour y occuper quelle place dans un espace politique, dans un champ politique qui a fini de se recomposer? Pour occuper la place que les Sénégalais leur attribueront. C'est ça la démocratie, c'est une course, une compétition au suffrage. On a vu que le PDS, malgré toutes les difficultés qu'a connues le parti, est quand même reste debout. Et donc ce parti a sa place dans l'arène politique et doit être donc mis dans les conditions de compétir de façon équitable et de façon transparente avec toutes les autres forces politiques qui sont dans l'espace politique sénégalais, plutôt que d'organiser une forme de sélection-élimination qui finalement fausse le jeu politique et porte atteinte à la crédibilité de nos institutions et à la légitimité des gouvernants. Prenons le cas de Karim Wade. Est-ce que les autres n'ont pas pris une longueur d'avance sur lui déjà? Oui, certainement qu'il aurait dû revenir depuis longtemps, advienne que pourra, parce qu'on ne peut pas faire de la politique au Sénégal en restant au Qatar, c'est une évidence. Et puis on est à quelques mois de la présidentielle, il est dans l'obligation,
en tout cas s'il a des ambitions présidentielles, de revenir et de prendre en charge le combat politique. Aujourd'hui, il y a une volonté de remise en main du parti, le PDS, par Maître Abdoulaye Wade. On l'a vu cette semaine lancer la vente des cartes. Lui-même a acheté une carte à 1 million. Alors, le PDS peut-il redevenir cette machine qu'il a été dans le passé? Le PDS reste intimement lié par la personnalité, la figure emblématique et charismatique de Maître Abdoulaye Wade. Donc le recul de Maître Wade, ou en tout cas en raison de son âge avancé, il n'est plus actif comme il l'a été par le passé, mais on a vu que au PDS, la constante a toujours été Maître Abdoulaye Wade. Et avec toutes les difficultés rencontrées par le PDS, toutes les tentatives de démantèlement et de déstabilisation, le PDS est resté debout grâce à Maître Wade. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de militants qui sont au PDS à cause de cette figure tutélaire du parti qu'est le secrétaire général Maître Abdoulaye Wade. Et je crois qu'aujourd'hui, avec son âge avancé, l'heure est venue qu'il fasse une transition réel que le Karim Wade, puisque c'est lui qui est mis en pole position depuis plusieurs années, puisse prendre le relais, descendre sur le terrain et venir compétir pour la présidentielle de 2024. Le score historique du PDS a toujours tourné autour de 20 et 26%. Pensez-vous que malgré toutes les défections, malgré tout ce qui s'est passé, le parti garde intact son électorat? Peut-être pas intact son électorat, mais c'est un électorat réel avec lequel il faut compter. Et il est nécessaire que toutes les forces politiques participent à l'élection, participent au jeu politique, parce que c'est ça la démocratie. On ne peut pas se permettre, par des subterfuges, par des stratégies nébuleuses, d'écarter, d'éliminer certaines forces politiques, parce que ça fausse le jeu et ce n'est pas utile pour conférer toute l'autorité, toute la crédibilité à nos institutions démocratiques. Autre question qui fait craindre le pire pour le Sénégal, c'est la question du troisième mandat. Cette entité de la société civile dénommée Diamaguène troisième mandat demande au président de se prononcer publiquement et dire qu'il ne sera pas candidat. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui et maintenant vider cette question pour la stabilité sociale du Sénégal? La question, en tout cas, avait été posée au président Sall en 2018. Il avait clairement dit qu'il en était à son second et dernier mandat. Il a dit et écrit dans son livre d'ailleurs. Dit et écrit. Donc quelque part, on dirait que la stratégie c'était que tant qu'il voulait obtenir un second mandat qu'il n'avait pas, il avait dit que c'était 2 mandats et rien de plus. Peut-être qu'à l'époque, s'il avait dit que ce mandat de 2012-2019 ne devait pas être comptabilisé, peut-être que ça aurait tout changé. Alors pourquoi attendre après pour revenir et dire ni oui ni non, alors qu'en réalité la décision ne dépend pas de lui, c'est la charte fondamentale qui l'exclut. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs et cette disposition-là ne résulte pas d'une nouvelle constitution, mais d'une réforme constitutionnelle, celle de 2016. Mais la réforme de 2016 a porté sur la durée du mandat et non pas sur le nombre de mandats, qui est une question qui est réglée depuis 2001. Donc la loi nouvelle ne contredit pas la loi ancienne. Donc lorsque la loi nouvelle ne contredit pas la loi ancienne, il n'y a pas de conflit de loi dans le temps. Et dès lors qu'il n'y a pas de conflit de loi dans le temps, eh bien ce qui était valable en 2001 reste valable. Eh bien, c'est-à-dire la limitation des mandats à 2. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Encore une fois, lorsque vous remplacez nul pronom personnel par Macky Sall qui se trouve dans la situation juridique concernée, ça vous donne Macky Sall ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. On ne peut pas être plus clair. Et pour pousser encore la réflexion un peu plus loin, si vous dites que le premier mandat acquis en 2012-2019 n'est pas un mandat, parce que la Constitution dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc si vous dites que ce mandat n'est pas consécutif ou n'est pas comptabilisé, cela veut dire que ce n'est pas un mandat. Et c'est très grave, parce que si ce n'est pas un mandat, ça veut dire que tous les actes, toutes les lois que le président a promulguées sont nulles et non avenues.
tous les décrets qu'il a pris sont nuls et non avenus. Toutes les personnes qu'il a nommées, ces décrets sont nuls et non avenus. Et tous les actes juridiques pris par ces personnes nommées également sont nuls et non avenus. Donc vous voyez bien le cataclysme juridique que ça va provoquer dans la République sénégalaise. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire un procès d'intention à Macky Sall? Jusqu'ici, on ne l'a pas encore entendu dire qu'il sera candidat en 2024. C'est que la question, encore une fois, ne dépend pas de lui. Si la Constitution dit qu'on ne peut pas pour être candidat, il faut être âgé de 35 ans au moins et 75 ans au plus. Si vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas être candidat. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend de la Constitution. La Constitution dit clairement, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, c'est clair. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est quoi un mandat? C'est une habilitation à parler au nom et pour le compte du peuple pour un temps qui peut être variable. Ça peut être 4 ans comme aux États-Unis, 7 ans comme en République démocratique du Congo, 5 ans comme au Sénégal, 5 ans comme en France. Eh bien, c'est ça, c'est l'habilitation qui est visée. C'est ça le mandat. Et personne ne peut dire que ce n'est pas le président Sall qui a été élu en 2012, personne pour 2012-2019, et personne ne peut dire aussi que ce n'est pas lui qui a été élu en 2019 pour 2019-2024. Et personne ne peut dire aussi que les mandats 2012-2019 et 2019-2024 sont consécutifs. Consécutif signifie quoi? C'est-à-dire des mandats qui entretiennent une relation de succession immédiate. Mais entendez-vous l'argument selon lequel, et cet argument massue même, brandi par certains, consiste à dire nous sommes dans un état de droit et l'arbitre en la matière ici, c'est le Conseil constitutionnel, donc laissons le Conseil constitutionnel arbitrer. Ce n'est pas un argument massu, parce que le juge doit interpretationis cessat in claris. C'est-à-dire que l'interprétation s'arrête lorsque le texte est clair. On n'interprète pas un texte qui est clair. C'est du français, c'est clair et net. Voilà, le pouvoir d'interprétation du juge, c'est lorsque le texte n'est pas clair, encore que le pouvoir d'interprétation n'est pas un pouvoir souverain et arbitraire d'invention. Lorsque la loi dit il faut manger à midi, le juge ne peut pas interpréter en disant que ça veut dire qu'il faut prendre sa couverture et se coucher à midi. Donc, il n'y a pas question de dire que oui, on va faire confiance au Conseil constitutionnel quand on a vu le Conseil constitutionnel ailleurs, même si comparaison n'est pas raison, valider des 3e mandats qui ont même brûlé certains pays. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur l'autorité et la crédibilité des institutions. Lorsque les institutions sont manipulées, la projection de confiance qui doit faire leur crédibilité est anéantie. Et en ce moment, les institutions ne peuvent plus effectivement jouer le rôle qui est le leur. Merci beaucoup, Maurice Soudieck John, professeur agrégé de sciences politiques. Merci infiniment. Ça a été un honneur, comme toujours, pour nous de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Opinion. Merci beaucoup, Pierre. Bien.